Oui, monsieur. Ah, pardon, vous êtes notre... Toujours dans le... Pardonnez-moi, je voudrais savoir, par rapport à l'enfant qui est né en France, où le droit de l'enfant est un peu entrave quelque part le droit du père ou bien de la maman sur son éducation. Parce qu'on sait que certains enfants en France, quand les parents les tapent ou les font certaines choses, ils peuvent tenter un procès contre leurs parents. C'est pire au Québec. La fessée, par exemple, est interdite. La fessée, vous ne pouvez pas donner une fessée à un enfant, évidemment pas le gifler ou le frapper en public ou quelque chose comme ça. Ça attire des gros problèmes. D'ailleurs, au Québec, on parle de la génération de l'enfant roi. On parle de l'enfant roi parce que les parents ne peuvent pas toucher l'enfant pour le corriger. Non, je ne sais pas, on peut dire, ça c'est une question de société, mais on ne peut pas dire que les gens, que les enfants qui ont été un peu tapés pour être corrigés quand ils étaient jeunes, est-ce que ça a fait des mauvais adultes? On ne peut pas dire que oui, s'il n'y a pas d'excès. Mais au Québec, c'est pire qu'en France pour ça. Donc, si vous trouvez qu'en France c'est beaucoup, au Québec c'est pire. Oui, il y avait monsieur, après je viens. Supposons qu'il est arrivé un moment, il a remarqué qu'il y a des difficultés financières, il veut aller seul, et après vient sa famille. Quelles seront les incidences sur le reste de procédure? C'est-à-dire, s'il a déjà commencé le dossier, ça serait, s'il laisse sa famille, ça serait dans le but de sauver quelles dépenses? Quelles dépenses? Par exemple, les billets d'avion? Les frais gouvernementaux. Les frais gouvernementaux. Bon, ça revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne peut immigrer seule. Par exemple, nous, quand on fait un dossier pour un couple où un des deux va immigrer seul, on prend les honoraires d'un célibataire. D'accord? Mais pour le fédéral, parce que le fédéral va quand même faire les visites médicales pour toute la famille et tout ça, c'est la trousse fédérale d'un couple. Maintenant, si par exemple vous dites à un moment donné, je ne veux pas que ma famille m'accompagne, c'est possible. La seule chose que ça va faire, c'est que vous n'aurez pas à payer par exemple les frais fédéraux, etc. Au niveau final pour le conjoint qui ne vient pas. Mais après, pour qu'il vous rejoigne, vous aurez à faire une procédure de parrainage. Une procédure de parrainage, c'est quand vous serez au Canada, à ce moment-là, que vous aurez un travail depuis au moins 1 mois, vous pourrez à ce moment-là faire une procédure qui dure à peu près 1 an. Et donc pendant ce temps-là, votre famille ne pourra pas vous rejoindre au Canada. C'est ça l'inconvénient de la procédure. Donc c'est une situation, en cours de procédure, c'est plus rare que quelqu'un abandonne, mais dès le début, ça arrive. Mais si ça arrive pendant la procédure pour des raisons financières, ce qui n'a pas été payé, il n'y a rien qui est remboursable au niveau du gouvernement du Québec et tout ça, mais ce qui n'aura pas à être payé par la suite pourra être sauvé finalement. Voilà. Monsieur? Dans son dossier, on déclare qu'on a une capacité financière de 2,5 millions par an. Et à l'arrivée, au moment de la signature du contrat, on déclare 1,6 million. Quelles sont les conséquences de cette différence? Je n'ai pas compris les deux moments différents. Au moment du dépôt initial, on nous demande une capacité financière. Ah, le rapport, le questionnaire du rapport? Dans le rapport. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport initial, tout ce que vous nous dites dans votre questionnaire pour qu'on fasse ça, c'est interne. C'est-à-dire que ça ne touche pas votre dossier officiel. Ça a pour but de vous renseigner et de vous orienter. Si par exemple vous nous déclarez une somme insuffisante dans votre questionnaire et qu'après on vous dit la somme minimum c'est tant, après quand on fait la demande officielle, vous devrez signer comme quoi vous avez au moins le minimum nécessaire. Il faut toujours avoir un peu plus que le minimum aussi parce que chaque année, le gouvernement majore un petit peu par rapport à l'inflation et tout ça. Donc, il faut toujours avoir une marge. Mais ça, vraiment, les conseils qu'on vous donne et tout ça, souvent le tableau des résultats avec les points à la fin, les clients, ils arrivent à améliorer parce qu'on leur met tous les conseils à l'intérieur. Et c'est ça qui sert de demande officielle. Ça reste vraiment interne. Ça, c'est pour vous guider, pour présenter la meilleure demande officielle possible. D'accord? Et ça, c'est pas communiqué au gouvernement du tout. Madame, là-bas? Avant
Si c'est possible pour un couple de... Si le couple reçoit le visa, il faut amener les enfants au mariage. Non, le mariage n'est pas un critère pour amener des enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient les enfants de l'un des deux membres du couple. Il faut aussi que s'ils ont été, si c'est des enfants qui ont été eus avec un autre conjoint, il faut avoir l'autorisation de l'autre conjoint pour quitter le territoire. Et il faut qu'ils aient été déclarés aussi pour qu'ils aient leur propre CSQ et visa. C'est ça les conditions. Mais le mariage, même pour l'immigration, comme on disait tout à l'heure, le mariage n'est plus un critère du tout pour l'immigration. Les conjoints de fait, si quelqu'un arrive à prouver un an de résidence avec quelqu'un, ça devient un couple. Et pour les enfants, c'est le certificat de naissance qui détermine la paternité ou la maternité. Mais il faut les déclarer. Une autre question? On va aller avec madame après. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à monsieur le PDG. Bonsoir à toute l'équipe Access Canada. Merci pour tous ces éclairages. Donc moi j'ai 3 questions. La première, c'est à travers la liste bon, je veux dire, il y a des domaines comme le tourisme, le marketing, la communication, qu'on ne retrouve pas dans la liste à travers laquelle la procédure est accélérée. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne qui est en stage au Sénégal, qui a un emploi, qui exerce dans ce domaine, arrivée au Canada, ne serait pas confrontée au chômage par rapport à quelqu'un qui exerce dans l'aéronautique ou dans la comptabilité? Sinon, quels sont les métiers selon vous? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette personne anticipe les recherches avant l'obtention du visa permanent? Non, ce qu'il y a, c'est que vous avez des domaines avec des réelles pénuries. Mais ça ne veut pas dire que les autres domaines sont saturés. Donc habituellement, par exemple, le tourisme à Montréal ou au Canada en général, c'est un domaine qui est dynamique, il y a beaucoup de touristes. Mais ça ne veut pas dire que c'est en pénurie parce que beaucoup de gens peuvent travailler dans le domaine. Maintenant, vous avez des domaines, par exemple, comme les ingénieurs aéronautiques ou bien les infirmières ou certains domaines comme ça qui sont vraiment en pénurie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez pour remplir les postes disponibles. C'est une question d'équilibre du marché du travail. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui arrive avec un diplôme en tourisme ne trouvera pas, ou même le marketing. Toutes les entreprises ont des départements marketing. Donc ça ne veut pas dire que c'est saturé du tout, du tout. Ok, merci. La deuxième question. De la juste pour finir, pour la première, je peux vous dire qu'avant de faire la nouvelle grille de sélection, le Québec avait beaucoup étudié cette question de voir les diplômes avec lesquels les gens arrivent et qu'est-ce qu'ils font après sur le marché du travail. Et ils se rendent compte qu'il y a un pourcentage qui est dans les 65-70% de gens qui restent dans le même domaine, mais il y a 30% qui n'est pas forcément dans le même domaine. Donc le domaine que vous avez acquis dans votre pays, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas fortement en demande, que c'est négatif du tout. Donc, après l'obtention de la carte de résident permanent, quel est le délai? Donc, je sais qu'au bout de 3 ans, on peut faire la demande de la nationalité canadienne. Mais quel est le délai de traitement de la nationalité? C'est à peu près, actuellement, c'est à peu près 1 an. Et la troisième et dernière question. Une fois que la personne obtient la nationalité, quelles sont les conditions pour par exemple, faire venir ses parents? Bon, pour les parents, il y a des... c'est un peu comme pour les conjoints, bon, c'est pas tout à fait comme pour les conjoints, mais parce que pour les conjoints, on ne regarde pas forcément le revenu. Mais pour les parents, il y a des tables de calcul où on va dire, par exemple, vous êtes célibataire, vous avez un emploi à 30 000 $ par année, vous ajoutez votre père et votre mère qui vont donc ajouter 2 personnes à votre cellule familiale. Ça va nécessiter, ils ont des tables, ils vont dire 3 personnes, ça nécessite telle somme. Ils vont vérifier si votre salaire est suffisant pour couvrir ça. C'est comme ça que ça marche. Toutefois, pour le moment, il y a un moratoire sur les parents
Vous avez vu que pour l'immigration, il y a beaucoup de choses bloquées en ce moment. Pour les parents aussi, il y a un moratoire pour le moment. Donc, ce n'est pas possible actuellement de parrainer un parent. D'ici, ça sera au moins d'ici la fin de 2014, il ne sera pas possible de faire venir un parent. Mais le gouvernement s'est engagé à donner des visas de longue durée, de 3 ans pour les parents. Et vos parents devront venir au Canada avec une assurance médicale. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, je dirais que dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il y a des possibilités pour qu'on soit dans la fonction publique canadienne? Est-ce qu'il y a également des critères d'âge pour ça? Non, au Canada, il est illégal de mettre un critère d'âge dans une embauche, de même qu'un critère de sexe. On ne peut pas dire je recherche une secrétaire de 25 à 30 ans, quelque chose comme ça ne marche pas au Canada, ce genre d'annonce. Et ensuite de ça, oui, il y a possibilité de faire des examens comme tout autre candidat potentiel dans le domaine que vous voulez. Ça, il n'y a pas de restriction. Maintenant, si votre question c'est de savoir est-ce qu'il manque d'enseignants, par exemple, la réponse c'est que oui, il y a des places dans l'enseignement parce que la moyenne d'âge des enseignants est assez ancienne, ils sont assez hautes, la moyenne est haute. Donc il y a beaucoup de places qui vont se libérer dans le futur, mais en même temps, il faut que vous ayez vraiment l'équivalence de diplôme pour pouvoir postuler de la même façon. Donc habituellement, ce qui est conseillé aux immigrants, vous avez un système d'équivalence de diplôme qui existe, qui est un département du ministère de l'Immigration. Et habituellement, toute personne devrait demander l'équivalence de son diplôme afin que vous sachiez qu'est-ce qui vous manque éventuellement pour avoir l'équivalence parfaite avec le diplôme canadien. Donc c'est ça que je disais, c'est que tout immigrant devrait faire une équivalence de diplôme. Même avant que vous partiez, c'est des équivalences qu'on peut faire. Et donc à ce moment-là, vous savez si votre diplôme est déclaré équivalent à un diplôme canadien du même domaine. Sinon, ils vont vous dire, bon, vous devez rajouter tel cours ou tel cours pour pouvoir compléter. Parce que ça, c'est bon d'avoir une équivalence. Quand vous faites une demande de travail avec votre CV, vous montrez que vous avez une équivalence. C'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est un conseil que je vous donne. Et dans l'enseignement, si vous avez le diplôme nécessaire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas soumettre votre candidature, soit au niveau fédéral ou autre. On a eu beaucoup d'enseignants de l'étranger qui ont trouvé des places au gouvernement fédéral pour enseigner le français aux fonctionnaires anglophones. Ça, on n'en est pas. Oui, monsieur? Ce que je veux demander, c'est que par exemple, par rapport aux critères de sélection, on est soit handicapé par rapport à un diplôme et autres. Est-ce que si ce dossier-là est rejeté, est-ce qu'on a la possibilité, 3 ans après, en faisant aussi des études par rapport à ça, et peut-être avoir un autre diplôme, est-ce qu'on a la possibilité encore de refaire une demande? Il n'y a pas de limite pour le nombre de demandes qu'un candidat peut faire dans sa vie, si on peut dire. Nous, on vous donne l'heure juste dès le début. Si vous êtes refusé, par exemple, si nous on vous dit que le rapport est négatif, là ça ne sert à rien de déposer un dossier, ça c'est sûr et certain, quel que soit ce qu'une autre personne peut vous dire. Et ça, on peut le réévaluer dans les 2 ans. Si votre situation change dans les 2 prochaines années, on fait la réévaluation de façon gratuite. Pas pour les ajouts de conjoints, mais pour la réévaluation de votre profil. Dans les 2 ans, c'est possible. Maintenant, toute personne peut déposer une autre demande dans 3 ans, dans 5 ans, aussitôt que les critères changent. Parce que vous savez qu'en matière d'immigration, les critères changent souvent. Donc nous, à partir de nos bases informatiques, on peut recontacter des personnes qui sont devenus des candidats potentiels parce que le règlement, par exemple, a changé. Ça, oui, on recontacte. Et en même temps, il n'y a pas de limite au nombre de candidatures qu'un candidat peut faire. Mais nous, on ne ferait pas notre travail si... c'est-à-dire, on le sait si vous allez être accepté ou pas, vous voyez. Voilà, pour finir sur ce point, la seule chose qui empêche un candidat de redéposer un dossier, c'est si le dossier contient une fausse déclaration. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des ajouts d'enfants. On a un client, je ne pense pas que ce soit du Sénégal, il n'avait pas déclaré son enfant dans la demande du Québec, et le gouvernement lui a écrit en lui disant « Vous n'avez pas déclaré votre enfant, c'est une fausse déclaration ». Parce qu'on dit bien qu'il faut déclarer toutes les personnes
les enfants ou personnes à charge qui accompagnent ou qui n'accompagnent pas. Et si le gouvernement veut sanctionner et dire que c'est une fausse déclaration, après, pendant au moins 2 ans, la personne ne peut pas redéposer un dossier. Donc les fausses déclarations, ça a des conséquences. Hein. Et les gouvernements sont de plus en plus ils sont enclins à les appliquer, les conséquences négatives. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la citoyenneté et de la résidence permanente. Pour la citoyenneté, le gouvernement conservateur a débuté des procédures contre 11 000 personnes qui ont obtenu le passeport canadien et pour lesquelles ils ont trouvé des incohérences dans les dates de séjour au Canada. Et le gouvernement paye pour enclencher 11 000 procédures judiciaires pour déchoir ces personnes de leur nationalité. Donc le gouvernement ne plaisante pas maintenant avec ce genre de choses. D'autres questions? Peut-être monsieur ici, après je reviendrai à vous. Ah, c'était... Vous avez estimé à 2 ans et demi la durée d'une procédure. Mais vous avez également dit qu'il y avait des profils pour lesquels il y avait une procédure accélérée. Alors, j'aimerais savoir quelqu'un qui s'inscrit dans ce cas-là, il peut faire l'économie de combien de mois à peu près? Ça peut être presque 18 mois, ça peut être 15 mois à peu près. Quelqu'un qui a un profil comme ça, souvent l'acceptation arrive du Québec en 4 mois, après il faut calculer les 10 à 12 mois fédéraux. Les visas d'études. Après les études, est-ce qu'il peut travailler avec ce bonus? Si quelqu'un a un visa d'études, après l'université, est-ce qu'il peut travailler avec ce même visa ou bien il est obligé de chercher un visa pour l'immigration? non, les visas d'études ne sont pas les mêmes que les visas d'immigration. Quelqu'un qui va étudier au Canada, s'il veut finir ses études et après faire une demande d'immigration, il y a des conditions plus faciles, mais le visa d'étudiant ne remplace pas, ne donne pas le droit de travailler. Bon, un étudiant peut travailler 20 heures par semaine, pour être précis. Avec un visa d'étudiant, une personne peut travailler 20 heures par semaine, mais ça ne remplace pas un visa de résidence permanente pour rester après les études et trouver, avoir la nationalité après. La chronologie, en réalité, c'est le visa d'étudiant pour ceux qui passent par là, avec 20 heures par semaine de travail. Après, ils doivent trouver un employeur, ça va leur donner un visa de travail, et après, le visa de travail donne le droit de rester sur le territoire pour faire une demande de résidence permanente. C'est ça la chronologie. Oui, monsieur? Je voudrais savoir quelques opportunités qui sont offertes à un enseignant, disons que l'expérience ne pose pas problème, nous capitalisons un certain nombre d'années